Bonjour à tous, bienvenue. Vous le savez déjà, l'IA est en train de tout prendre sur son passage. L'IA est en train de tout changer. C'est le moment de se lancer dans l'IA. Si ce n'est pas déjà le cas pour vous, vous devrez tout de suite vous lancer dans l'apprentissage des outils d'intelligence artificielle. Sachez en tout cas à minima utiliser ces outils-là, comprendre les enjeux et potentiellement aller plus loin dans la mise sur pied véritablement des solutions qui tourneront autour de ces outils-là en question. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, j'ai identifié un certain nombre de raisons, de causes qui me donnent vraiment la certitude, la conviction ferme qu'un pays tel que la France n'est pas le seul, bien sûr, en tant que pays, mais il y a un certain nombre de pays comme ça dans le monde entier où l'IA véritablement va faire un carnage. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à la France parce que je connais très bien et de ce que je constate, de ce que je remarque dans les projets dans lesquels je suis, j'observe un bon nombre de facteurs clés que je vais vous expliciter. J'en ai noté quelques-uns là qui me donnent vraiment la ferme conviction que si ce n'est pas déjà le cas pour vous à l'heure actuelle vous qui êtes sur le marché de l'emploi, si vous n'avez déjà pas fait ce travail-là, vous devrez tout de suite, après cette vidéo, commencer à vous intéresser à l'intelligence artificielle. Alors, première chose déjà, le premier facteur clé qui impacte ou bien qui va impacter véritablement la situation française. Alors, j'en ai noté, hein, il y en a plusieurs hein, ici, d'accord, à peu près. Qui va impacter véritablement la situation française, c'est la classe politique française. La classe politique française, vous savez déjà en quelque sorte que nous avons une classe politique qui n'est pas assez active dans les questions, par exemple, autour de la technologie. Contrairement, par exemple, aux pays libéraux, aux États-Unis ou les pays anglo-saxons de manière générale, ou en Asie à peu près. Nous avons une classe politique qui est moribonde, qui est vieillissante, qui reste toujours dans ce que l'on appelle l'entre-soi. Et en, de manière générale, ce sont toujours donc les mêmes sujets qui les intéressent parce qu'il faut rester dans le même carcan, il faut maintenir le pouvoir au sein de la même famille générale, de la même classe sociale, évidemment. Je pense que les marxistes seront d'accord avec moi là-dessus en disant que clairement, quelque part, quand on observe la société française sous forme de caste, quelque part, on pourrait retrouver et voir que la classe politique, quand on regarde simplement l'Assemblée nationale, vous voyez très bien, il y en a très peu d'individus, d'enfants issus du monde ouvrier. La personne ou le député qui viendrait de la Meurthe-et-Moselle ou du Cantal, il y en a très peu. La plupart, souvent, viennent toujours des mêmes familles, d'accord? Et vous transposez cela dans le monde de l'activité, de l'information, dans le monde des technologies, vous n'êtes pas étonné quasiment de vous constater, d'observer que cette question véritablement de l'IA, de la technologie ne les intéresse pas vraiment. Bien sûr que vous allez voir ici et là quelques programmes qui donnent l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Par exemple, Macron qui va permettre ou allouer un certain nombre de budgets à certaines structures telles que BPI ou à d'autres startups, etc. Mais par rapport à ce que l'IA représente en termes de potentiel, quand on regarde les États-Unis, l'Asie surtout, on voit bien que les moyens ne sont pas véritablement mis pour que les choses puissent aller véritablement dans un sens positif. Donc la classe politique, premier facteur. C'est aussi parce que la classe politique, j'en viens donc cette fois-ci au second facteur, qui est donc l'aspect économique et social. Donc la classe politique, c'est elle qui organise en fait ce périmètre en question. Le contexte économique et social. Économique, je vous rappelle pas si vous n'avez pas connaissance en tout cas, mais c'est toujours bien de présenter les choses en perspective. Une dette abyssale de plus de 3000 milliards de dollars. Voilà. Ça, je pense que c'est assez connu de tous. Ça n'arrange pas les choses. Donc, outre la dette, évidemment, il n'y a pas, quand on observe dans une perspective, que ce soit à court et moyen terme, et d'autant plus à long terme, une perspective positive, un moyen ou
une solution présentée qui ferait que, à un moment donné, on pourrait se dire que là, véritablement, la France va sortir de son endettement. D'accord. Là, c'est pas du tout le cas. On continue toujours à creuser la dette au quotidien. Et la France, au quotidien, a toujours besoin d'emprunter beaucoup plus sur les marchés financiers. Je vous renvoie aux économistes les plus experts là-dessus sur la question, mais c'est factuel en tout cas. Donc la dette ne fait que se creuser. Et le plus difficile là-dedans, c'est qu'il n'y a pas en fait de perspective d'avenir, en fait, de plan de sortie véritable, en fait, malgré les gouvernements qui changent, toujours d'ailleurs les mêmes, toujours d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout ça précédemment, il y a cette forme d'entrisme. Cela impacte quoi? Le côté social, bien évidemment. Donc dans cette dette-là, vous avez le nombre de députés qui est assez énorme à l'Assemblée nationale, des sénateurs, et le reste de la population se retrouve donc pris au piège dans cette forme d'endettement qui ne profite qu'aux plus riches. Alors, ceci n'est pas pour jeter l'opprobre sur les plus riches, mais simplement c'est que tout la force, la puissance, les forces vives de la nation se retrouvent dans la classe moyenne, donc celle qui se trouve au milieu véritablement, parce que soit vous êtes très pauvre, ou soit vous êtes très riche. Dans ces deux extrêmes-là, tant mieux pour vous, vous vous en sortez. Mais si vous faites partie de la classe moyenne-là, vous allez vous faire tabasser. Voilà. Et voilà, les taxes, les impôts, TVA déjà, bon, ça concerne tout le monde, taxes foncières, taxes habitation pas le passé, le RSA et tous ces qui ne profitent pas justement à vous lorsque vous allez être au chômage, mais à ceux qui ne travaillent pas ou à des personnes qui ne veulent pas ou qui créent véritablement des conditions pour ne pas travailler. Donc, voyez-vous, il y a donc ces sujets de situation dans un contexte social assez difficile, sachant que de plus en plus, le système social ne parvient plus à fermer ou à se retrouver dans ses comptes de manière fiscale en termes de bilan. Donc, contexte social. Alors, le contexte social aussi entraîne bien évidemment toutes ces images, toute cette tension sociale que l'on peut retrouver au quotidien lorsqu'on prend les transports en commun, le RER ou le métro. On voit bien qu'il y a des crispations, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et il y a une grogne, en fait, qui ne fait que se ressentir d'année en année. D'ailleurs, les gilets jaunes ont été vraiment un bel exemple là-dessus. Ça joue véritablement un rôle dans l'ambiance générale, parce que dans cette ambiance générale-là, vous n'allez pas retrouver les personnes qui sont désireuses de se consacrer à l'apprentissage de la technologie, par exemple, donc ici à l'intelligence artificielle, parce que le contexte social ne le permet pas ou ne donne pas ce sentiment-là. Les mœurs, les mentalités à la française. Bon, voilà, la France est ce qu'elle est, de par sa particularité, d'accord? Le modèle français n'est pas le modèle américain, n'est pas le modèle russe, n'est pas le modèle japonais, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours cette difficulté, disons plutôt en tout cas, cette manière en France de ne pas aborder les choses d'emblée directement quand il faut entrer dans une forme de changement. Alors, peut-être là où on pourra être d'accord avec, par le passé, avec la phrase que Macron avait pu tenir, je crois, oui, en disant que, en parlant de Gaulois réfractaires, dans le sens où les gens ne sont pas enclins rapidement à aller dans des changements parce qu'il faut pas brusquer le quotidien du français. Le français moyen, bon voilà, il a déjà son quotidien, il a déjà en fait de manière générale ce qu'il fait et un parcours déjà balisé et il n'aime pas au quotidien, c'est comme ça, bon, voilà, ça fait partie de l'être français, du collectif, d'être brusqué, de venir voir bouleverser son quotidien. Sauf que quand on est dans un monde de la technologie, surtout dans un monde régi par le capitalisme qui est donc en train de pousser la France véritablement, aussi de par les politiques qui ont été appliquées des années en années, pousser la France dans cette modernité entre guillemets, ça crée donc des remous au sein de la société française et par conséquent les Français se retrouvent un peu
déranger ou titiller là-dessus. Et ça, véritablement, dans un monde tel que la technologie avance très rapidement, cette mentalité-là n'est pas propice, en tout cas par rapport aux pays anglo-saxons qui ont déjà cette habitude-là perpétuelle de passer rapidement au changement. Je bascule maintenant dans le fait que, donc, politique, contexte politique, économique, social, les mentalités, cela maintenant implique aussi l'aspect éducation. Alors ici, on va entrer dans l'éducation scolaire. Pourquoi? Parce que comme c'est le politique qui régit tout, qui met en place d'ailleurs le politique à travers déjà par le pouvoir exécutif qui a les pleins pouvoirs en France, donc met les choses en place ou décide, tout se décide à Paris, comme on dit, d'accord? Et donc les autres ministères ne font que suivre, en fait, ne sont que des, on va dire, des congrégations ou des tentacules de la décision du pouvoir exécutif final. Donc, dans l'éducation scolaire, vous avez quoi? Vous avez de plus en plus une éducation scolaire qui n'est plus à la hauteur des enjeux de la technologie aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire qu'il faut changer véritablement la manière avec laquelle on note, la manière avec laquelle on fait des examens, des contrôles continus, parce qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Ça ne sert à rien de donner un devoir surveillé à faire à la maison ou un contrôle et corriger cela le lendemain, parce que aujourd'hui, les gamins dès la cinquième même d'ailleurs, ou la sixième, disposent déjà d'Internet, des téléphones de dernière génération. Donc, ils ont accès à ces applications-là, ChatGPT, etc. Et donc, le contrôle continu qui a été demandé par le professeur et à faire à la maison est plus malin ou pas forcément est plus malin, mais la majeure partie ne vont pas véritablement le faire. Ils vont utiliser tout de suite ChatGPT. Sauf qu'en utilisant ChatGPT, mais n'ayant pas les bases, ça ne permet pas d'avoir véritablement une compréhension claire et profonde des choses. Mais ça aussi, ce n'est pas, on va dire, envisagé par le politique, parce que le politique met en place des programmes qui ne font que baisser le niveau intellectuel des élèves. Il y a une forme de nivellement par le bas. Et cette forme de nivellement par le bas, évidemment, fait en sorte que d'année en année, les programmes ne font que être amoindris. Il y a cette baisse, en fait, d'intellectualisme, si je dirais là-dessus, de retention, voilà, de la connaissance par rapport au programme ancien. Ce qui fait donc que l'élève qui va sortir à la fin du lycée aura un bac. Quasiment aujourd'hui, tout le monde a le bac, puisque si on atteint toujours des scores à 99 ou 100, etc. Donc au final, ça sert à rien, parce que pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il suffit simplement d'écrire au ministère de l'Éducation nationale et de dire clairement que je ne souhaite pas avoir mon bac. On en est arrivé là. Alors, donc, ça pousse quoi? Ça pousse le fait que aujourd'hui, en termes d'implication dans les aspects tels que la recherche, donc au CNRS, où on demande un niveau quand même assez pointu, il y en a de moins en moins de personnes qui souhaitent se lancer dans des études pointues, les études scientifiques, en classe préparatoire déjà, d'ailleurs. Beaucoup de classes prépa ne font que fermer d'année en année au profit que ces personnes-là, ces élèves, ces étudiants partent en école de commerce et école de commerce pour faire des cursus payés à 10 000 euros l'année ou voire plus en fonction de certaines écoles de commerce et ou bien de formation en alternance. Dans tous les cas, ça impacte véritablement la formation d'ingénieur à la française, une formation quand même rigoureuse par laquelle je suis passé, donc je sais de quoi je parle. Vous prenez les concours tels que Centrale, Minpon, Polytech X, vous avez quand même la crème de la crème, même si aujourd'hui de plus en plus, il y en a de moins en moins d'élèves qui veulent aller en classe préparatoire scientifique pour affronter les 2 années ou voire les trois années pour les 5 demi. Donc que ce soit en maths sup ou en maths spé, MPSI ou PSI, etc. Bon, à l'époque, en tout cas, il y en a de moins en moins parce que, comme je vous ai dit, la plupart veulent aller en école de commerce ou veulent aller en alternance parce qu'évidemment aussi le contexte économique pousse dans ce sens-là. On veut véritablement
entrer dans la vie active, parce que faire ces classes préparatoires scientifiques vous demande un sacrifice. En plus de cela, vous allez sortir de là pour entrer en école d'ingénieur, et après, donc, il y a quand même un cursus de 5 années qui va s'étaler dans les bancs de l'école, et quand on voit bien que aujourd'hui l'économie n'est pas très à bon point, on comprend aussi la raison pour laquelle beaucoup maintenant veulent aller directement dans les classes de prépa intégrées, etc. Donc, la formation qui est vraiment impactée, la recherche également, puisque évidemment, il y en aura de moins en moins de candidats aptes à véritablement pousser le bouchon plus loin pour creuser ces sujets-là. L'IA, c'est vraiment le carrefour en fait de plusieurs disciplines, les mathématiques, l'informatique, la cryptographie, la psychologie, les neurosciences, la philosophie, tout ça en fait, c'est l'IA en fait. Donc l'IA, c'est pas juste en fait quelque chose de très simple qui va être uniquement être axé sur un domaine très très particulier. Non, c'est tous ces champs en fait de disciplines diverses et variées que l'on croise pour pouvoir évidemment entre guillemets mimer le comportement humain pour atteindre évidemment un agent intelligent pour le coup qui a des capacités cognitives humaines qui pourraient rivaliser dans certaines situations avec un humain. Alors, ça impacte évidemment, donc, comme je vous ai dit, la formation qui chute, la recherche également. Évidemment, donc, ça impacte le marché de l'emploi. Parce que dans le marché de l'emploi, les entreprises vont rechercher de plus en plus les candidats les plus aptes, les plus aguerris par rapport à l'intelligence artificielle, puisque l'IA va être déployée à tous les niveaux. Donc, on va rechercher ces candidats en premier prioritairement. Celles et ceux qui vont maîtriser l'IA, qui vont maîtriser comment utiliser l'IA avec les bonnes pratiques, de quelle manière, pour quel usage, pour à quel dessin, ceux-là vont avoir leur place dans le prochain cadre du travail qui est en train de s'organiser au fur et à mesure. Donc, formez-vous, lancez-vous tout de suite. Donc, c'est les entreprises en question dans le monde entier. Et là, c'est dans le monde entier, mais dans un contexte tel que la France, les grandes entreprises vont aller chercher ces candidats-là, qu'ils soient ailleurs dans d'autres pays du tiers-monde, enfin, etc. Ces candidats-là vont, voilà, ou salariés vont être plébiscités. Ce qui ferait que en France, si vous êtes en France et que vous n'avez pas fait les efforts pour pouvoir vous lancer dans l'IA, pour pouvoir donc acquérir les bases et les formations fondamentales dans l'IA, vous allez vous retrouver de côté. Vous allez vous retrouver pas vraiment en train de compétir avec ces candidats en question, parce que on est dans un marché global. Donc, les entreprises vont toujours faire appel à une ressource la plus abordable et la plus qualifiée. Donc, le marché de l'emploi va être véritablement impacté. Et pour finir dans ce cadre-là, s'il faut finir avec une note positive, toujours donner une solution, c'est que c'est la formation qui vous sauvera en fait en dernière instance. C'est la question véritablement de vous lancer dans des formations vraiment structurées. C'est encore le moment de se lancer. Et vous avez aujourd'hui tout pour pouvoir vous lancer, tout comme outil. Donc les outils existent, mais encore faudrait-il faire quand même ces efforts-là pour avoir un minimum de chances de mettre à disposition de soi des opportunités, parce que les années à venir en fait vont vont s'organiser autour de ce que je vous ai cité là. Donc pour récapituler le politique, la situation politique française, l'économie, le côté social, l'éducation scolaire, la question du nivellement par le bas, le manque de formation dans la rigueur de plus en plus, la recherche également. Donc tous ces aspects-là vont impacter dans le contexte français, le fait que la situation en France dans l'IA ne va pas s'améliorer, et par conséquent, les entreprises, comme nous sommes dans un monde global, les entreprises iront chercher les candidats où qu'ils se trouvent, ces candidats en Asie, en Afrique, au Maroc par exemple déjà, en offshore, ou dans d'autres pays du reste du monde entier. Et si vous n'avez pas fait donc un tout petit peu
effectuer des formations de base pour vous former à l'IA, vous n'allez pas être dans le prochain monde du travail. Je vais m'arrêter là. Likez, abonnez-vous, partagez, c'est très essentiel, je pense en tout cas. Bon, mettons en tout cas en fin de vidéo, en dessous de la vidéo, vos avis, vos commentaires, vos remarques, etc. Mais pour moi, voilà les raisons pour lesquelles j'ai identifié les impacts de l'IA, de la technologie, de son frein dans la société française. Et je pense qu'il y en a peut-être encore d'autres. En tout cas, c'est le moment où c'est l'occasion pour vous de noter d'autres facteurs clés. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir et restez concentrés. Merci. Au revoir.